Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode hors série de Parlons Passion. Comme vous le savez, du 26 juillet au 11 août, les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris, ce qui sera l'occasion de mettre en avant notre belle culture. Plusieurs villes seront au rendez-vous comme la capitale, mais aussi Marseille, Bordeaux ou encore l'île de Tahiti. Cette grande fête internationale montrera donc la beauté de l'organisation d'un tel événement. En effet, depuis de nombreuses semaines, les polémiques n'ont cessé d'augmenter et d'alerter sur la mise en œuvre des JO. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer quelques-unes de ces polémiques pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui pourrait être un grand fiasco. Pour qu'un événement mondial comme les Jeux Olympiques puisse se dérouler dans de bonnes conditions, il faut que le réseau de transport soit efficace et fiable. Or, les réseaux franciliens étant saturés de manière générale, comment pourront-ils absorber une masse de 800 000 usagers quotidiens supplémentaires? Pour cela, le comité olympique avait prévu grand avec la construction de nouvelles lignes. Or, les travaux ont pris du retard. Le fait est que des lignes manqueront. Et dans les lignes que je vous disais qui ne seront pas terminées, eh bien, seule la ligne 14 sera terminée pour juin. Par contre, pour le Grand Paris Express, la ligne ne sera pas terminée avant 2025, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de ligne 15, 16 et 17. Malheureusement, tout ça, ça a tardé. Entre le Covid et la pénurie de main-d'œuvre, en fait, toutes les lignes dont je viens vous parler, elles ne seront pas disponibles avant au moins 2025. Donc, en fait, tout ça, celles-ci, on peut les oublier. Il y aura seulement le prolongement de la ligne 14 qui sera terminé avant juin, c'est-à-dire qu'il reliera l'aéroport d'Orly jusqu'à Saint-Denis, Pleyel, donc le village olympique et le Stade de France. Par contre, les lignes dont je vous parlais juste avant, elles représentent un problème puisque par exemple le Charles de Gaulle Express, lui, est relié jusqu'au village paralympique. Et ça, ça pose problème. Mais ce retard de construction de ces lignes est un certain problème puisque le gouvernement chargé des transports a établi une liste de 11 lignes de métro, 5 lignes de RER et 5 Transiliens qui seront fortement à éviter. Néanmoins, pour les bus, cela n'a pas encore été communiqué, mais il y a de fortes chances que les réseaux de bus soient aussi bondés. Après, tout cela était quand même prévisible puisque les lignes qui sont ciblées, ça reste quand même celles qui vont en direction de l'ouest francilien. Et à l'ouest francilien, on retrouve tout de même 3 sites qui accueilleront les Jeux Olympiques avec Roland-Garros, le Stade Jean-Bouin et le Parc des Princes. Il y a également les sorties médiatiques qui font polémique, avec par exemple cette phrase de Valérie Pécresse qui nous dit « On va mettre des bus, inciter à prendre le RERC et peut-être qu'on pourra traverser le bois de Boulogne à pied ou remonter la Seine à pied, il y a pire en été ». Alors oui, sur le principe, je suis d'accord avec elle. En été, à Paris, ça reste quand même une très belle ville. Il faut profiter justement du beau temps qu'il fera, je l'espère. Mais en fait, cette phrase, elle montre tous les problèmes sur les réseaux de transport qu'il y a déjà depuis de nombreuses années et en fait, la réponse est un peu: «Beh, tant pis, on sera surbondés donc bah, allez-y, marchez». Oui, d'accord, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi une gestion de la foule, il y a une question de sécurité. On peut pas se permettre d'avoir des milliers et des milliers de personnes qui sont dans Paris. Il y a vraiment une question de sécurité. Il faut pouvoir aussi que ces personnes puissent traverser Paris dans de bonnes conditions, puisque les trottoirs seront totalement bondés. Donc avec la circulation qu'il y a dans Paris, je n'ose même pas imaginer le calvaire que ça va être. Donc oui, sur le principe, encore une fois, je suis d'accord, mais il y a des manières de dire et il y a des manières de faire. Quand même, il y aurait des navettes qui sont priorisées pour les personnes à mobilité réduite. Ben, pour les personnes qui sont pas munies d'un billet ou qui veulent juste se rendre plus proche d'un autre site, ben, y aller à pied, c'est peut-être pas ce qui est le plus simple, encore plus, il y a beaucoup de gens. Donc, cette citation, elle est quand même contrebalancée entre de la vérité et un peu de dédain, en disant, bah, écoutez, bon, bah, vous faites comme vous pouvez, et puis voilà. Donc, c'est cette sortie médiatique qui est un petit peu dommage. Autre sortie médiatique de Valérie Pécresse qui disait: «J'incite au télétravail ceux qui peuvent télétravailler parce qu'il y aura du monde dans les transports». Alors en fait, ce qui est intéressant sur cette sortie médiatique, c'est que l'entourage du préfet a tout de suite réagi à cette déclaration au micro de BFM Paris et de RMC Sport en disant: «Il n'a jamais été question de confinement olympique, au contraire, cela va à l'encontre de ce que souhaite le préfet qui veut une mobilisation populaire, il faut au contraire que les Jeux vivent». Donc encore une fois, on est vraiment sur, en fait, 2 citations qui n'ont aucun lien. Il y a une sorte de désaccord entre les idées, ce qui va être mis en place et entre les différentes hiérarchies politiques. Donc Valérie Pécresse, qui est la présidente du conseil régional d'Île-de-France, eh bien, elle a un discours qui est totalement différent de, l'entourage de la préfecture de Paris. Donc même là, en fait, au niveau des hiérarchies, on n'est absolument pas d'accord sur comment est-ce que sur les sorties médiatiques, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on ne doit pas faire, sur comment est-ce qu'on doit aider les franciliens, les Français et les étrangers et spectateurs qui viendront profiter des Jeux Olympiques.
Et pour terminer sur la thématique des transports, quoi de mieux que parler du prix du ticket de métro? Alors pour vous expliquer un petit peu, il faut revenir en arrière. Pendant la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques, il était inscrit dans le dossier de candidature que les transports seraient gratuits. Et vous avez sûrement entendu ces dernières semaines que ça ne sera pas le cas et que ce sera encore pire que le prix du ticket de métro actuel, évalué à 2,10 €. En effet, le prix sera basé à 4 €. Alors je vous dis tous les changements qu'il y aura, donc comme je vous l'ai dit, à l'unité, donc le ticket de métro sera de 4 € au lieu de 2,10 €. Pour le pass semaine, il sera de 70 € au lieu de 26,10 €. Et pour le pass quotidien, il doublera en passant de 8,45 € à 16 €. En fait, encore une fois, on dit des choses et on ne les fait pas. Et c'est ça qui agace les Français. Parce qu'on nous dit, oui, gratuité des transports, d'accord. Mais au final, bah, pas du tout. Et la réponse à ça, c'est Oh, mais si nous l'avons mis à 4 euros, c'est pour que ce soit un tarif dissuasif. sauf que, alors là, je ne veux voir aucun contrôleur de Paris cet été dans les rames de métro et dans les bus. Parce que si on dit c'est pour dissuader, on ne veut pas que les gens achètent un billet à 4 €, mais que finalement ils se font contrôler et qu'ils prennent une amende, ah, bah là, tout simplement, en fait, c'est. Alors je vais pas le dire, mais je le pense haut et fort, c'est du. Donc ça relève quand même un certain problème, surtout qu'en plus c'était inscrit dans le dossier de candidature, donc là c'est purement en fait du mensonge de dire ça. Et alors effectivement, on peut comprendre qu'avec l'inflation, depuis le Covid, avec les main-d'œuvre, avec le manque de personnel, effectivement, on puisse pas garder un billet à 2,10 €, mais on passe pas d'un billet gratuit à un billet à 4 €. C'est-à-dire que dans ce qui est écrit et dans la réalisation, il y a un gap qui est trop important. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc c'est pour ça la question des transports, elle est vraiment compliquée parce qu'en fait, comme des lignes ont pris du retard, et bien en fait, toute la masse va se diriger sur les lignes déjà existantes et déjà bondées en temps général. Prochaine thématique, direction Tahiti et la vague de Tiopo. Alors ce qui s'est passé sur Tahiti, c'est on va dire sorti sur les médias, mais ça n'a peut-être pas été vraiment suivi à 100 par les Français. C'est-à-dire qu'effectivement, on a su ce qui s'était passé, mais l'histoire n'a pas forcément été vraiment déroulée. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, à Tahiti, il y aura donc l'épreuve de surf avec la vague de Teopo. Et en fait, cette vague, ce spot, il est déjà très connu puisque il fait partie du circuit WSL, donc de la World Surf League. Donc le problème avec Teopo, c'est que la construction en bois qui accueille les juges, donc la tour des juges, n'est pas homologuée selon le comité olympique. De fait, ils doivent totalement la détruire et en refaire une nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une réunion publique qui s'est tenue avec les riverains et on leur a mis devant le fait qu'une nouvelle tour serait construite sans en fait leur approbation. Et tout cela, ça a levé quand même une certaine vague, si je puis me permettre, par les riverains, donc l'association Vai Ara o Teaupo, cette association qui a montré son mécontentement du fait qu'il n'était absolument pas au courant et que une fois prévenu, en fait, le projet avait été déjà quasi adopté. Donc c'est-à-dire que là, il y a un problème de communication, il y a un travail par les instances françaises qui n'ont pas été faites, parce que c'est tout à fait normal que les riverains soient au courant que cette tour soit détruite au profit d'une autre, et surtout d'expliquer les raisons de ce changement de tour. Là, pour le coup, ça n'a pas été fait du tout. Bon, et si jamais ça s'arrêtait qu'à cela, bon, on va dire que ça serait pas très grave, c'est un problème de communication. Le problème, c'est qu'il y a aussi, c'est surtout là que la polémique a éclaté, des problèmes environnementaux. C'est le 1er décembre que la première partie de la tour a été construite, et en fait elle a été emmenée par une barque. Ce premier poteau a été emmené dans une barque, et cette barque a malheureusement détruit un bout de corail. Et en fait cette barque, elle avait été suivie par des associations de défense de l'environnement. Et donc automatiquement, ça a été vu, ça a été noté, et cette affaire a pris de l'ampleur. Et donc immédiatement, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a réagi et a suspendu les premiers essais pour la construction de cette tour. Et donc des doutes ont commencé à progresser sur la tenue de l'épreuve à Tahiti, et donc de fait, La Torche et Lacano ont tout de suite réagi en se disant « Nous, on est prêts, on peut accueillir l'épreuve s'il faut ». Et sauf qu'en fait, le comité d'organisation français a tout de suite enlevé tout doute. Ils ont dit « L'épreuve se situera à Tahiti, il n'y a absolument aucun problème », et ils ont même dit qu'il n'y avait pas de plan B. Et c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que bon, on sait qu'on a La Torche, on sait qu'on a Lacano, quand bien même c'est Tahiti qui a été élu et qui est donc il est normal que l'épreuve se déroule là-bas. C'est toujours bien d'avoir un plan B, on sait qu'on a La Torche, on sait qu'on a Lacano, un plan de recul, c'est peut-être pas plus mal, sauf que là, Tony Estanguet disait non, l'épreuve se passera à Tahiti coûte que coûte. Donc en fait, le problème, c'est qu'effectivement, comme la candidature de Tiopo avait été retenue, il est donc en fait impossible de pouvoir changer de ville. Et c'est là aussi peut-être le problème du règlement. Face à cette problématique de la tour, donc il y a l'ISA, International Surfing Association, qui a proposé en fait de prendre
des caméras, de mettre des caméras sur des drones et en fait d'avoir une prise aérienne et qu'en fait les juges soient sur terre et puissent juger depuis les vidéos faites par les drones. Sauf que Tony Estanguet a tout de suite dit non à ce projet parce qu'il pourrait y avoir des problèmes d'équité. Tony Estanguet a tout de suite mis de côté la proposition du coup de l'ISA. Au final, après tous ces problèmes, ces idées, est-ce qu'on va en France? Est-ce que finalement on ne fait pas sur des drones? Au final, un compromis a été trouvé sur les dimensions de la tour, donc elle fera 150 mètres carrés, c'est-à-dire comme l'ancienne, et pèsera 9 tonnes au lieu de 14 comme il était prévu au début. Donc au final, après ce compromis, les travaux ont commencé et ça y est, je l'annonce officiellement, depuis 24 heures, la tour des juges est prête puisqu'en fait dans quelques jours, l'étape de Tiopo se déroulera donc pour la World Surf League et justement les délais, la tour devait être terminée pour justement cette échéance. Chose faite, donc il est bien aussi de dire quand les choses vont pas, mais là en l'occurrence ils se sont rattrapés, donc c'est plutôt une bonne chose, une bonne réaction et donc au final la tour est prête. En fait, s'il y a eu autant de doutes sur la tenue de l'étape à Tahiti, c'est parce que même le président Moretai Brotherson avait lui émis certains doutes et avait dit, je cite, aujourd'hui on a cassé du corail, demain si on utilise ces anciens dispositifs, ce sont des vies qu'on met potentiellement en danger, je ne prendrai pas cette responsabilité. Si au final il n'y a pas de solution puisqu'on ne pourra de toute façon plus réutiliser les anciennes fondations ni l'ancienne tour, il faudra se poser la question de la pérennité des épreuves de surf à Tiopo. Pour ce qu'il en est de Tiopo, et effectivement ça fait quand même pas mal de grabuge, surtout qu'effectivement il y a eu plusieurs problématiques, que ce soit donc sociales avec les riverains, mais aussi environnementales avec le corail, mais bien évidemment il y a aussi quelque chose, il y a aussi des problèmes liés à l'équité sportive, à savoir comment est-ce qu'on va vraiment réussir à pouvoir juger, ce qui donc est en droit de se poser. Mais donc évidemment voilà, cette histoire pour le coup elle est derrière, puisque maintenant la tour est enfin prête. Revenons à la grisaille parisienne, puisque je vais maintenant vous parler du cas d'une piscine qui a été construite et qui n'est pas homologuée. En face du Stade de France, donc en Seine-Saint-Denis, un nouveau centre aquatique a été ouvert et qui était censé donc accueillir les épreuves de natation, de plongeon, de water-polo et de natation synchronisée. Je vous le dis tout de suite, seules les 3 dernières épreuves se tiendront et donc celles de natation seront délocalisées. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une nouvelle piscine a été donc construite. Un certain nombre de places a été demandé pour que le centre soit homologué, sauf que ce nombre de places n'est absolument pas respecté. De fait, l'homologation n'est pas possible et les épreuves de natation ne peuvent pas se dérouler dans ce centre. Sauf que la polémique, cette fois-ci, est financière, puisque le projet a coûté plus de 174 millions d'euros, ce qui est juste un budget immense. Donc selon l'Express, au moment de la candidature de Paris, le projet, du moins la piscine, devait coûter que 67,8 millions d'euros. Or, un petit peu dans le même sens qu'avec les transports, il y a eu le Covid, une crise de la main-d'œuvre et l'inflation, donc automatiquement les coûts ont été réévalués et le projet devait coûter bien plus. Dans le projet définitif, c'est-à-dire en septembre 2017, le budget atteignait déjà les 90 millions d'euros. Sauf que malheureusement, l'inspection générale des finances, en avril 2018, estime cette fois-ci le projet à hauteur de 260 millions d'euros. Donc une fois de plus, il y a eu un petit peu ce débat, est-ce qu'on doit vraiment créer cette structure? Est-ce qu'on ne la créait pas? Un consortium mené par Bouygues a permis finalement d'enterrer le sujet en avril 2020 et de mener à bien la construction de cette infrastructure. Donc au final, quelles sont les raisons de la non-homologation? Comme je vous l'ai dit, c'est une question de place. Au début du projet, l'infrastructure devait avoir, on va dire, 15 000 places. Il était même prévu, pourquoi pas, 17 000 places. Sauf qu'en fait, bien évidemment, ce nombre de places, eh bien, ça a un coût puisque c'est toute en fait la structure qui est agrandie. Et en fait, en 2017, la maquette, elle tablait sur un budget d'on va dire 111 millions d'euros, comprenant les 90 millions d'euros du coût de l'infrastructure et 21 millions d'euros qui permettraient donc la création d'une passerelle qui relierait le Stade de France et la piscine. Sauf que problème, 2020, le Covid, ensuite après l'inflation avec le prix du BTP et la main-d'œuvre qui coûte très cher, donc réévaluation du budget, et finalement on se retrouve avec un plafond budgétaire qui est complètement explosé. Donc il n'y a pas le choix, si on veut réduire le coût, on est obligé de réduire le nombre de places. Et d'un projet initial qui voyait 17 000 places, on est arrivé à la création d'une structure avec seulement 5 300 places. Et dans les 90 millions qui étaient prévus donc pour la création de la piscine, au final ce sont 147 millions d'euros qui ont été dépensés. Néanmoins pour la passerelle, les 21 millions n'ont pas été dépassés. Donc au total on arrive sur une somme de 174 millions d'euros, ce qui, comme je le disais, est démentiel. Et le problème, c'est qu'en fait, les infrastructures ne peuvent pas vraiment choisir le nombre de sièges, puisqu'en fait, il y a une règle, et cette règle, elle dit que
l'homologation ne peut pas être donnée en dessous de 15 000 spectateurs. Et donc pour pallier à ce problème, le COJOP, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, a décidé de louer la Défense Arena à Nanterre. Et donc la location se fera du 15 mai au 15 octobre, ce qui permet de laisser un délai pour la construction et la déconstruction de la piscine après les Jeux paralympiques. L'avantage, effectivement, c'est que la Défense Arena a tout de même une capacité de 30 000 personnes. Mais comme je vous le disais, pour tout ce qui concerne le water-polo, le plongeon et la natation synchronisée, il n'y a pas de souci. Cela rentre dans les critères. Ils pourront donc bien se dérouler dans la nouvelle structure qui a été créée en face du Stade de France. L'inauguration a eu lieu le 4 avril et vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux pour cette raison. Donc encore une fois, on a une série de problèmes, puisqu'en fait, là, littéralement, c'est écrit dans le règlement, on n'accepte pas, on ne donne pas l'homologation à une infrastructure si elle n'a pas un certain nombre de spectateurs. On le sait, c'est écrit noir sur blanc, sur un papier, sur un règlement. Et alors effectivement, il y a des coûts, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, on ne fait pas une telle construction en dépensant plus de 147 millions d'euros. On dit tout de suite, bon bah d'accord, on oublie ce projet et on va louer la Défense Arena. Mais c'est écrit en fait, et ils doivent se renseigner, ils doivent parler avec tout le comité d'organisation, ils doivent parler avec World Aquatics, qui est l'organisation qui régit les sports aquatiques. Il faut qu'il y ait une discussion, il faut demander est-ce que si on fait ça, ça passe, est-ce que si on fait ça, ça ne passe pas. Et à partir de ce moment-là, on peut prendre donc d'autres décisions. Alors oui, effectivement, ils ne pouvaient pas forcément prévoir le Covid. 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Encore une fois, je leur laisse le bénéfice du doute. Mais il y a encore une fois un problème de communication, un problème de lecture dans les règlements des infrastructures, et ça fait qu'en fait, on passe tout simplement pour des neuneux parce qu'on n'est pas capable d'organiser proprement un événement sportif. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Abordons maintenant une polémique qui, elle, pour le coup, a fait pas mal de bruit en France avec le cas des logements Crous. Cet été, beaucoup de logements Crous seront réquisitionnés pour le personnel de sécurité civile, les pompiers, mais aussi les soignants et secouristes. Alors, faut faire attention avec cette polémique parce qu'il y a des informations qui sont sorties, mais parfois partiellement, ou qui ont, on va dire, qui ne mettaient pas toutes les informations et tous les enjeux, en fait, de ces réquisitions. Et donc, c'est vrai que très rapidement, les avis étaient un petit peu biaisés et directement contre. En fait, ce qui pose problème, c'est qu'on vient retirer un logement étudiant à des personnes qui sont déjà dans le besoin. C'est-à-dire que s'ils sont dans des logements crous, c'est que déjà, leur situation n'est peut-être pas la meilleure. Et c'est là où, en fait, éthiquement parlant, ça coince un peu. Pourtant, juridiquement parlant, ils sont dans leur bon droit. En fait, il y a un article de loi qui est sorti, donc c'est l'article 19 de la loi numéro 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui explique qu'en fait, ils sont littéralement dans leur bon droit. En fait, il y a des baux de moins de 1 an qui ont été proposés à des étudiants Crous. C'est-à-dire qu'en fait, en juin, ils doivent être libres. Donc si techniquement l'appartement est libre, l'État est dans le bon droit de le réquisitionner pour y mettre un agent de sécurité, un pompier ou que sais-je. Par contre, ceci dit, on peut comprendre la réaction des gens sur Twitter ou dans la rue pour effectivement expliquer leur mécontentement. Donc cette réquisition, elle touche en fait 2000 étudiants, ce qui représente moins de 7% en fait des étudiants qui ont accès à un logement Crous. Et ce qui n'a pas été vraiment dit avec ces 2000 étudiants, c'est aussi la réquisition de 3200 logements vides. Et il y a plus de 6000 logements Crous qui sont vides, ce qui représente 30% des chambres. Et bien dans ces 6000, il y en a quand même 3200 qui seront utilisés justement pour ce personnel. Donc effectivement, encore une fois, éthiquement parlant, le fait de retirer à des étudiants dans le besoin un appartement, on n'est pas vraiment bon. C'est pas cool. Encore une fois, juridiquement, ils sont dans leur bon droit, mais on a très vite oublié quand même qu'il y a plus de 3200 chambres vides qui seront utilisées. Donc c'est-à-dire qu'on est face à une volonté de ne pas vouloir créer des bâtiments, de vouloir dépenser encore plus d'argent, ce qui, on va dire, est louable. Donc techniquement, c'est pas, enfin c'est pas si, enfin c'est une idée qui est peut-être intelligente. Ça pour le coup, on peut pas le nier. Par contre, là où est encore plus la polémique, c'est qu'en fait, il y a un sorte de flou qui est installé, c'est-à-dire que plusieurs étudiants ont déjà témoigné au micro, par exemple, de BFM, où ils expliquaient qu'en fait, ils savaient absolument pas où est-ce qu'ils allaient être redirigés. Et le problème aussi, c'est que certains étudiants, eh bien, alors première chose, soit ils n'ont pas forcément de voiture pour revenir chez leurs parents,
et donc se retrouvent avec tout leur matériel sans forcément avoir de voiture ou de moyens de rentrer chez leurs parents. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et là c'est une très grande erreur, c'est que l'État va proposer soit du carton et du scotch, soit du stockage. Et en fait, les étudiants ont eu le choix à travers un questionnaire qui leur a été fourni, mais c'est-à-dire que soit c'est juste une boîte en carton et du scotch, soit c'est un lieu de stockage. Mais non, en fait, c'est pas comme ça qu'on aide les étudiants. À la limite, si on leur dit, écoutez, on vous prend votre appartement, au moins on vous aide à revenir chez vous, on vous aide à l'acheminement, ou on vous aide au moins à retrouver un appartement. Parce qu'effectivement, beaucoup d'étudiants voulaient garder leur appartement pour travailler cet été. S'ajoute à cela aussi un accompagnement forfaitaire de 100 € et puis de 2 places pour les Jeux Olympiques. Que je suis pas vraiment sûr que les 2 places des JO, c'est vraiment ce qu'ils demandent. Moi, je pense qu'ils demandent surtout un logement et être sous un toit. Donc bon, là pour le coup, les 100 € et les 2 tickets pour les JO, je trouve aussi que c'est juste une mauvaise pub, c'est une mauvaise manière de leur dire merci. Donc la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Rothello disait dans une interview accordée aux Parisiens: l'idée est de reloger ces étudiants pendant les 2 mois d'été, juillet et août, sans aucun surcoût. Ce déménagement se fera, s'ils le désirent, au plus près de leur lieu d'études. Donc pour le coup, encore une fois, on est vraiment sur, il y a un problème, on essaye de trouver la solution, ce qui est une bonne chose, mais tous les étudiants en fait concernés, ils déplorent quand même un manque d'information et un manque de considération, c'est-à-dire que tous pensent qu'ils sont mis vraiment à la porte et ont vraiment ce sentiment. Et c'est dommage, encore une fois, parce qu'on parle vraiment d'une population en fait qui est déjà, on va dire, dans les besoins, puisqu'effectivement ils bénéficient d'un logement Crous. Si d'autant plus on les met dehors, il y a vraiment effectivement cette question éthique qui est posée, qu'est-ce qu'on fait en fait de nos étudiants? Mais néanmoins, on peut trouver quand même une bonne chose à tout ça. Alors c'est, on va dire, toujours dans les logements Crous, mais c'est après les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'en fait, dans la construction qui ont été faits des appartements du village olympique, eh bien, ces logements seront réhabilités en logements Crous après les Jeux Olympiques, ce qui concerne donc plus de 1667 logements et dont 1300 en Seine-Saint-Denis. Donc ça, pour le coup, encore une fois, c'est une initiative qui est à saluer puisque c'est une bonne chose de réutiliser les logements, les constructions qui ont été faites au moins à but des JO, mais par la suite pour des personnes qui en ont besoin. Donc voilà un peu effectivement tout ce qui s'est passé sur les logements Crous. Donc attention quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits à propos de cette polémique, surtout sur 3200 logements qui sont en fait vides et qui seront utilisés, de cette question des baux qui devaient se terminer en juin pour pouvoir être utilisés en juillet et être mis à disposition. Donc voilà, encore une fois, en fait, il ne faut pas mélanger tout ce qui va être la question juridique et éthique, parce qu'effectivement, l'information, elle est là, mais attention, parce qu'il y a aussi d'autres tenants et aboutissants à cette histoire. Eh bien, comme nous disait Valérie Pécresse, on va pouvoir marcher le long de la Seine, et pourquoi pas y faire un petit plouf. C'est ce que feront en tout cas les triathlètes, du moins si la Seine sera propre, puisqu'effectivement, enjeu de cette nouvelle polémique, la Seine sera-t-elle propre au moment des Jeux Olympiques de Paris? Une des idées phares aussi du projet de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques était de se faire dérouler les épreuves de triathlon dans la Seine. Donc pour cela, il faut bien évidemment un assainissement, et cet assainissement, jusqu'à aujourd'hui, il a coûté déjà plus de 1,4 milliard d'euros. Il y a donc environ 24 000 nouveaux branchements qui ont été construits au bord de la Seine pour pouvoir permettre cet assainissement. Le coût de cette opération s'élève au moins 300 millions d'euros, comme l'annonçait fin 2023 Marc Guillaume, le préfet de l'Île-de-France. Selon lui, c'est également 66% de la Seine qui ont déjà été dépollués. Le temps passe et les JO sont de plus en plus proches, il faudrait donc que la Seine soit propre à temps. En fait, le problème de la pollution de la Seine, ce sont les égouts, puisque dès qu'il y a trop de pluie, dès qu'il pleut trop, automatiquement, en fait, le niveau de l'eau augmente et arrive jusqu'aux égouts, et ces égouts, donc cette eau sale, au final, termine son trajet dans la Seine. Donc pour pallier à ce problème, la mairie de Paris elle a décidé de créer un énorme réservoir au niveau du quartier Austerlitz, capable de contenir plus de 50 000 mètres cubes d'eau. C'est un grand trou de béton qui fait 30 mètres de profondeur et 50 mètres de diamètre. Et pour le bon acheminement de l'eau, un tunnel de plus de 600 mètres de long et de 2,5 mètres de diamètre a été construit, et coût de l'opération totale 90 millions d'euros. Bien évidemment, pour connaître la qualité de l'eau, il faut faire des prélèvements, et dans les 14 prélèvements réalisés, il y en a 14 qui annoncent la présence de bactéries telles qu'Escherichia coli et les entérocoques à un niveau supérieur que la moyenne demandée par la Fédération internationale de natation. Donc en fait, ce 1,4 milliard d'euros investis dans l'assainissement de la Seine, ce n'est pas juste le projet VM8, donc qui est ce grand trou et le tunnel, mais c'est donc en fait tout le projet d'assainissement
qui se déroulera sur 8 à 10 années. Et là, par contre, il y a un réel problème pour la tenue de l'épreuve, c'est-à-dire que si les niveaux ne sont toujours pas aux normes demandées par la Fédération nationale de natation, en fait, l'épreuve elle ne peut pas se tenir, ou du moins pas sur un temps donné. C'est-à-dire que si jamais les résultats ne sont toujours pas bons, l'épreuve pourra être décalée, mais par contre, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'autre lieu qui a été prévu. Il faut absolument que l'épreuve se passe dans la Seine pour qu'elle puisse se dérouler en fait. Donc là, pour le coup, on joue vraiment avec le feu. Il y a une réelle prise de risque qui est faite, en espérant bien évidemment que les futurs prélèvements soient positifs, mais en tout cas, ce n'est pas le cas, puisque les derniers prélèvements en date, pareil, ont toujours révélé une présence anormale de bactéries. Et donc, pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation sur la tenue de l'épreuve de triathlon. Donc, il y a une réelle alerte autour de ces taux qui sont trop élevés, puisque Marc Valmassoni, qui est le directeur de l'ONG Surfrider, explique tout simplement qu'en fait, les athlètes risquent des gastro-entérites, une conjonctivite, de l'otite ou encore des problèmes cutanés. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de physique, on est vraiment sur la santé des athlètes et sur un risque qui est plutôt grave. Il explique d'ailleurs qu'on est 2 à 3 fois au-dessus des normes minimum impératives pour une pratique saine des athlètes pendant la saison. Donc là, pour le coup, on est vraiment en retard, il faut vraiment que les choses changent, que ces résultats changent et deviennent positifs, parce que sinon, il n'y aura pas de plan B. En fait, l'épreuve ne pourra pas se tenir, elle sera donc décalée en espérant que les taux soient cette fois-ci validés, parce que si jamais les taux ne sont toujours pas validés, en fait, l'épreuve sera décalée, mais il n'y aura aucun... Ou alors elle sera tout simplement annulée, parce qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'autres sites qui pourraient accueillir le triathlon et le 500 mètres en eau libre. Donc là, ça pourrait être vraiment très très grave. Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Dernière thématique de cette vidéo, nous allons parler maintenant de la Croix des Invalides. Alors je vais pas épiloguer là-dessus, parce que là pour le coup c'est vraiment de la polémique d'opinion, mais par contre il y a des règles, et les règles elles sont importantes à respecter, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Pour vous expliquer un petit peu, l'affiche des Jeux Olympiques de Paris est sortie et a été créée par le dessinateur Ugo Gattoni. Et là où elle pose un problème, c'est qu'on retrouve aucun drapeau français. Sauf que si vous regardez toutes les éditions précédentes des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, vous n'y verrez aucun drapeau. Et même en 1936 pour les Jeux Olympiques de Berlin, eh bien, il n'y avait aucun drapeau. Donc il n'y a pas de raison qu'on retrouve le drapeau français sur l'affiche des Jeux Olympiques 2024. D'autant plus que je vous dis qu'il n'est pas censé y avoir de drapeau français, mais c'est pas vrai. Je vous mets une image de la mascotte, et comme vous pouvez voir, alors oui, quand bien même c'est très fin, c'est très subtil, eh bien techniquement, le drapeau français, il y est. Donc là, pour le coup, c'est un débat qui ne doit pas avoir lieu d'être, parce qu'il y a des règles, et les règles, il faut les respecter. Et il est de même pour la Croix des Invalides. Si vous ne le savez pas, en fait, la Croix des Invalides a été retirée, et elle a été remplacée par un fleuret, une épée. Alors encore une fois, la règle, elle est simple, elle est stipulée dans la règle 50.2 de la Charte olympique. Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Il y a une règle, elle est à respecter, donc c'est pas plus compliqué que ça. Effectivement, on retire une culture, on retire un monument de la France, mais je veux dire, s'il y a des règles, il faut les respecter, c'est comme ça, on va pas commencer à mettre une croix parce qu'on veut absolument qu'il y ait la croix. Je pense qu'il y a d'autres débats, je pense qu'il y a d'autres choses sur lesquelles nous pouvons discuter en lien avec l'organisation des Jeux Olympiques, plutôt qu'une croix sur un monument. Oui, certes, effectivement, c'est le catholicisme, c'est notre culture, c'est notre racine, c'est notre pays, mais je pense qu'on peut davantage s'offusquer d'autres pratiques pendant les Jeux Olympiques plutôt que de retirer une croix pour être tout simplement en fait dans les règles de la charte olympique. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il y a eu pas mal de polémiques sur des sujets assez différents, environnementaux, sociaux, économiques, et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça montre que l'organisation a de très gros problèmes sur tous les points, qu'il y a des choses pourtant simples qui auraient dû être respectées, comme par exemple le nombre de places dans une structure pour qu'elle puisse être homologuée. Et donc voilà, ça montre une fois de plus que la France n'est peut-être pas si prête à recevoir les JO. Alors il est évident qu'aucun pays n'est jamais prêt à recevoir les Jeux Olympiques, il y a toujours des choses qui manquent, ça c'est normal. Mais là pour le coup, en fait, on est vraiment dans la continuité d'événements fiasco. Par exemple, je vous rappelle la finale de 2022 de Ligue des Champions qui s'était déroulée au Stade de France, où il y avait eu un chaos total entre les supporters de Liverpool, de Madrid et les forces de police. Donc encore une fois, on avait déjà été ridiculisé aux yeux du monde. Si malheureusement il y a un problème avec des athlètes qui souffrent, si effectivement il y a trop de gens dans les transports, que les gens ne sont pas capables de pouvoir passer à travers Paris d'un point A à un point B, on montrera une fois de plus qu'en fait, bien la France, nous ne sommes pas capables de pouvoir accueillir des événements à échelle nationale.
et on deviendrait donc un petit peu la risée du monde. Pour terminer cette vidéo, je vais juste vous dire une petite opinion personnelle. Donc, je vais citer Yannick Noah. Alors, petite voix off rapide, je me suis trompé, ce n'était pas Yannick Noah, mais Valérie Pécresse qui avait dit ça. Mais néanmoins, Yannick Noah avait eu également des paroles similaires, d'où l'erreur. Donc, je tiens à m'excuser. Il nous a dit: il faut à un moment ouvrir les chakras, on va accueillir le monde et on est le seul pays qui ne s'en réjouit pas. Alors, je suis plutôt d'accord avec lui. Quand on voit effectivement l'opinion publique, on va dire que les JO ne sont pas très bien reçus. Par contre, on comprend le pourquoi et du comment. Avec la vidéo que je viens de vous faire, on comprend que les Français ne soient pas d'accord. Par contre, et là je dis bien par contre, ce n'est pas une raison pour délaisser les Jeux Olympiques. On a de super sportifs, on a vraiment de belles occasions de médailles, comme dirait le service public. Donc, il faut vraiment absolument les soutenir. C'est une chance d'avoir les JO en France, qu'on le veuille ou non, c'est une chance. Donc, il faut absolument pousser nos athlètes. Et voilà, encore une fois, dans tous les domaines, dans tous les sports, on a vraiment de belles pépites, on a vraiment de belles chances de médailles. Donc il faut y croire, il faut les soutenir et voilà, essayer pendant ces 2 semaines, 2 semaines et demie de compétition, de mettre de côté tout ce qui s'est passé et de soutenir nos champions et d'essayer de récolter le plus de médailles possible. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la montrer à des personnes de votre famille, à votre entourage, vos amis si vous le souhaitez. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter de bons JO, profitez bien, et puis allez les Bleus!